Imaginez les forêts denses et les montagnes enneigées d'Amérique, où des gens disparaissent, sans que personne ne comprenne comment ni pourquoi. Liam Connors, un garde forestier expérimenté, disparaît alors qu'il se trouve dans sa Jeep dans la forêt nationale de Siskiyou. La voiture est verrouillée, les clés sont à l'intérieur et ses traces disparaissent tout simplement sur les rochers, comme s'il s'était évaporé dans les airs. Des années plus tard, dans les White Mountains, la garde forestière Caitlin Rogers signale par radio qu'elle entend des bruits de pas. Pourtant, ces traces disparaissent tard dans la neige, comme si elles s'étaient évaporées dans les airs. Un badge, une lampe torche, un signal étrange sur une caméra thermique. Il y a des preuves, mais pas de réponse. Que se passe-t-il donc dans ces endroits? Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui a pu entraîner ces personnes dans les parcs nationaux américains. Abonnez-vous, aimez et accrochez-vous. Ça va être effrayant et intéressant. « 21 octobre 2009. Forêt nationale de Siskiyou, à la frontière entre l'Oregon et la Californie. Une immense zone de plus de 400 000 hectares de forêts de conifères, de chaînes de montagnes et de canyons. L'une des régions les plus sauvages et les plus inaccessibles de la côte ouest. Liam Connors travaillait comme garde forestier écologiste dans cette région depuis 11 ans. Il connaissait les sentiers mieux que sa propre poche, pouvait s'orienter sans carte et comprenait la forêt comme peu d'autres. Connors avait 39 ans. Il était marié et avait 2 enfants, une fille de 14 ans et un fils de 11 ans. Il vivait dans la petite ville d'Ashland, dans le nord de la Californie. Liam faisait partie de ceux qui ne sont pas devenus gardes forestiers, par hasard. Il avait choisi ce métier consciemment, après l'université, obtenu un diplôme en sylviculture et suivi toutes les formations nécessaires. Ses collègues le décrivaient comme une personne calme et méthodique, qui ne prenait jamais de risques inutiles et respectait toujours les protocoles de sécurité. À la mi-octobre, le service forestier a reçu un rapport faisant état d'une possible exploitation forestière illégale dans la zone située entre le mont Ashland et la rivière Applegate. Des habitants avaient entendu des tronçonneuses et vu des camions sur une route forestière abandonnée. La zone était protégée et toute exploitation forestière y était interdite sans autorisation spéciale. Liam a été chargé de vérifier ces informations, de consigner toute infraction et de revenir avec un rapport. Le mercredi 21 octobre, au matin, Liam a quitté le bureau d'Ashland vers 8 heures. Il conduisait une Jeep Cherokee vert foncé appartenant à l'entreprise et arborant l'emblème du service forestier. La voiture était équipée du matériel standard, un GPS, une radio, une trousse de premiers secours, 2 jours de provisions, eau et nourriture, des cartes, un appareil photo, des jumelles et un carnet. Il portait son badge de service à la ceinture et un sifflet autour du cou. Il avait son téléphone portable avec lui, mais le signal était mauvais au cœur de la forêt. Il devait donc se fier à sa radio et à son GPS. L'itinéraire était connu à l'avance. D'Ashland au site d'exploitation forestière prévu, il fallait parcourir environ 40 km sur la route principale, puis tourner sur un chemin de terre qui longeait la rivière Applegate. De là, il devait suivre un ancien sentier emprunté par les bûcherons dans les années 70. Liam prévoyait d'arriver sur place avant midi, d'inspecter les lieux, de prendre des photos, de retourner à sa voiture et de rentrer avant la tombée de la nuit. Il a appelé sa femme avant de partir. Il lui a dit qu'il serait là à l'heure du déjeuner et qu'il rentrerait tard dans la soirée. Il n'a rien mentionné d'inhabituel. Son humeur était normale, professionnelle. Le bureau forestier connaissait son itinéraire. Le traceur GPS de la voiture transmettait ses coordonnées toutes les 30 minutes. Le dernier signal
a été enregistré à 14h12, non loin d'une route forestière, abandonnée, à environ 3 km au nord de la rivière Applegate. Les coordonnées ont été enregistrées et la position de la voiture a été marquée sur la carte. Après cela, le signal a disparu. Au début, personne ne s'est inquiété. Dans les montagnes, le GPS perd parfois la connexion avec les satellites en raison du relief ou des arbres. Il s'attendait à ce que le signal réapparaisse dans 1 heure ou 2. À 16 heures, il n'était toujours pas revenu. Ils ont essayé de le contacter par radio, mais il n'y avait pas de réponse. Ils ont appelé son téléphone portable, mais il était hors de portée. À 17 heures, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont appelé sa femme, qui leur a dit que Liam ne l'avait pas contacté depuis leur appel du matin. À 18 heures, alors qu'il faisait nuit et que le signal GPS n'était toujours pas revenu, ils ont décidé d'envoyer un autre garde forestier sur place. Jeff Harrison, le collègue de Liam, est parti avec son partenaire vers 19 heures. Ils ont atteint les dernières coordonnées connues en 1 heure. Ils ont trouvé la Jeep de Connor sans difficulté. La voiture était garée proprement sur le bord d'un chemin de terre. Les phares éteints. Toutes les portes étaient verrouillées. Les vitres étaient fermées. La clé était dans le contact, tournée en position arrêt. Harrison a regardé à travers les vitres à l'aide d'une lampe torche. Tout était à sa place à l'intérieur. Le GPS était sur le tableau de bord, la radio était sur le siège passager, le sac à dos était sur la banquette arrière et l'appareil photo était à proximité. Une bouteille d'eau à moitié vide se trouvait dans le porte-gobelet. La carte était pliée et posée sur le tableau de bord. Il n'y avait aucun signe de lutte, de panique ou de départ précipité. Juste une voiture verrouillée avec du matériel à l'intérieur. Harrison a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il a regardé sous la voiture, a vérifié le coffre à travers la vitre. Tout était en ordre. Il a appelé Liam plusieurs fois, a écouté. Silence, seulement le vent dans les cimes des arbres et le bruit de la rivière au loin. Ils ont appelé des renforts. À minuit, 8 personnes s'étaient rassemblées sur les lieux. Des gardes forestiers, des bénévoles locaux et 2 policiers d'Ashland. Ils ont organisé une première recherche autour de la voiture. Ils ont ratissé la zone dans un rayon de 500 mètres, à l'aide de sifflets, de lampes torches et en criant. Rien. Liam Connors était introuvable. Le matin du 22 octobre, toute une équipe de recherche est arrivée. Plus de 70 personnes. Des sauveteurs professionnels, des bénévoles, des chasseurs et des habitants de la région qui connaissaient bien les lieux. Ils ont fait venir un hélicoptère équipé d'une caméra thermique et des chiens. Ils ont divisé la région en secteurs et ont commencé une recherche méthodique. Ils ont ouvert la voiture. À l'intérieur, tout l'équipement de Liam était bien là. Le GPS indiquait son dernier itinéraire. La radio était éteinte. L'appareil photo avait un film vide. Le carnet de notes contenait des entrées des jours précédents, mais rien du 21 octobre. Ils ont ouvert le sac à dos. Des vêtements de rechange, de la nourriture, une trousse de premiers secours, un couteau de poche et une boussole. Tout était là. Son téléphone portable était déchargé dans la boîte aux gants. Ils vérifièrent à nouveau les portes. Les 4 étaient verrouillées de l'intérieur. Le système de verrouillage centralisé fonctionnait et il n'y avait aucun signe d'effraction. Pour verrouiller les portes de cette manière, il fallait être à l'intérieur de la voiture et appuyer sur le bouton de verrouillage, ou sortir et les verrouiller avec la clé depuis l'extérieur. Mais la clé était à l'intérieur, dans le contact. Cela signifiait 2 choses. Soit Liam avait verrouillé les portes de l'intérieur et était ensuite sorti sans les ouvrir, soit quelqu'un d'autre avait verrouillé la voiture après qu'il soit sorti et avait laissé la clé à l'intérieur. La première hypothèse était impossible. Il n'y avait aucun moyen de sortir d'une voiture verrouillée sans ouvrir la porte. La seconde était également absurde.
Pourquoi verrouiller la voiture de quelqu'un d'autre et laisser la clé à l'intérieur? Les experts légistes ont examiné la voiture en détail. Les empreintes digitales sur le volant, les poignées de porte et le tableau de bord appartenaient toutes à Liam. Aucune empreinte digitale étrangère n'a été trouvée. Il n'y avait aucune trace de sang, de saleté ou de lutte sur les sièges. L'intérieur était propre, à l'exception de la poussière habituelle. Plusieurs rayures ont été trouvées, Sama, à l'extérieur de la voiture, mais elles étaient anciennes. La voiture était utilisée sur des chemins de terre. Les rayures étaient donc inévitables. Il n'y avait aucun dommage récent. Des empreintes de pas ont été trouvées dans la poussière sous la voiture. Liam portait des bottes mi à semelle distinctives qu'il utilisait pour son travail. L'empreinte droite était laissante nette, la gauche légèrement floue. Les empreintes partaient de la portière du conducteur en direction de la forêt, au nord. Elle se prolongeait sur environ 20 mètres sur le chemin de terre, puis tournait envers une zone rocheuse et disparaissait. Les chercheurs ont suivi la direction des empreintes. L'éboulis rocheux s'étendait sur environ 50 mètres avant de laisser place à nouveau à de la terre et de l'herbe. Ils ont vérifié le sol derrière l'éboulis. Aucune empreinte de bottes, aucune herbe piétinée, aucune branche cassée. C'était comme si Liam avait atteint les rochers et s'était évaporé dans les airs. Les chiens ont essayé de suivre la piste, mais l'ont perdu sur les rochers. Ils ont essayé de contourner l'éboulis, à la recherche d'une continuation de la route. L'un des chiens s'est intéressé à une zone située à une centaine de mètres à l'est, mais ils n'y ont rien trouvé non plus. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a survolé la zone dans un rayon de 10 km. Aucun signal thermique provenant d'un corps humain n'a été détecté. Ils ont vérifié les ravins, les gorges et les fourrés denses. Rien. 3 jours plus tard, les recherches se poursuivaient, mais les chances de retrouver Liam vivant diminuaient rapidement. La température nocturne était tombée à 5 degrés et il pleuvait. Sans abri ni vêtements chauds, une personne ne tiendrait pas longtemps. Et Liam n'avait ni sac à dos ni équipement avec lui. Tout était resté dans la voiture. Ils ont poursuivi les recherches pendant 1 semaine supplémentaire. Ils ont ratissé la zone dans un rayon de 15 km autour de la voiture. Ils ont vérifié tous les sentiers, les routes, les ruisseaux et les grottes. Ils sont descendus jusqu'à la rivière Applegate et ont fouillé les berges, sans trouver aucune trace. Ils ont gravi les pentes de la montagne Ashland et vérifié les anciens camps de bûcherons, sans résultat. Plusieurs théories y ont été avancées. La première était celle d'un accident. Liam serait sorti de la voiture, serait parti explorer les environs, aurait chuté, se serait cogné la tête et aurait perdu connaissance. Mais où était passé le corps? Ils ont fouillé la zone mètre par mètre. La deuxième théorie était qu'il avait été attaqué par un animal sauvage. Il y avait des ours et des cougars dans ces bois. Peut-être qu'un prédateur avait attaqué Liam et emporté son corps. Mais il n'y avait aucun signe d'attaque. Pas de sang près de la voiture, pas de traces de lutte, pas de traces d'animaux à proximité. Et pourquoi un prédateur aurait-il verrouillé les portes de la voiture? La troisième version est celle du meurtre. Peut-être que Liam était tombé sur un groupe de bûcherons illégaux qui l'avaient tué et avait caché le corps. Mais là encore, la voiture était verrouillée de l'intérieur. Toutes ses affaires étaient à leur place et il n'y avait aucun signe de lutte. Comment des criminels auraient-ils pu verrouiller le véhicule avec la clé encore dans la serrure sans laisser aucune empreinte digitale? La quatrième version est que Liam est parti de son plein gré. Peut-être avait-il des problèmes personnels, des dettes ou le désir de commencer une nouvelle vie. Mais ses collègues et sa famille ont catégoriquement nié cette hypothèse. Une famille normale, un emploi stable, pas de dettes ni de conflits. Pourquoi aurait-il abandonné sa voiture
avec tout son équipement au milieu de la forêt? À la fin du mois d'octobre, les recherches actives ont été suspendues. L'affaire a été transmise à la police comme une disparition dans des circonstances obscures. La famille a insisté pour poursuivre les recherches, mais sans nouvelles pistes, il n'y avait plus rien à faire. Le 23 novembre, exactement un mois après la disparition, un groupe de gardes forestiers effectuait une patrouille de routine à 3 km au nord-ouest de l'endroit où la voiture de Liam avait été retrouvée. C'était une zone qui avait déjà été fouillée 2 fois pendant les recherches. L'un des gardes forestiers, Mark Davis, remarqua quelque chose qui brillait au pied d'un vieux chêne. Il s'approcha et vit qu'il s'agissait d'un badge du service forestier, une plaque métallique sur laquelle figurait un nom et un numéro. Liam Connors, garde forestier écologiste, numéro d'identification 8324. Le badge était propre, sans trace de saleté ni de corrosion. Il gisait sur le sol parmi les feuilles de mortes, mais n'était pas recouvert par celles-ci. Il semblait avoir été placé là récemment. Davis a immédiatement appelé ses collègues, bouclé la zone et appelé la police. Les experts légistes examinèrent dans l'endroit où le badge avait été trouvé. Il n'y avait aucun autre objet ni aucune autre trace autour du badge. Le sol n'avait pas été remué et les feuilles étaient disposées naturellement. Le badge lui-même était attaché à l'uniforme de Liam à l'aide d'un fermoir spécial. Il avait été arraché, comme s'il avait été retiré de force ou s'était accroché à quelque chose et avait rebondi. Les registres des équipes de recherche ont été vérifiés. Cette zone avait été fouillée à 2 reprises, les 24 et 27 octobre. À chaque fois, les équipes étaient passées à moins de 5 mètres du chêne sous lequel le badge avait été trouvé. Elles avaient éclairé les lieux avec leurs lampes torches et examiné le sol. Personne n'avait rien vu. Le badge était apparu plus tard, entre le 27 octobre et le 23 novembre. Cela signifiait qu'il y avait 2 possibilités. Soit le badge avait toujours été là, mais n'avait pas été remarqué pendant les recherches, soit quelqu'un l'avait placé là après la fin des recherches. La première possibilité était peu probable. Un objet métallique brillant serait difficile à manquer sur le sol parmi les feuilles. La deuxième possibilité soulevait de nouvelles questions. Qui et pourquoi? Les recherches ont repris. Ils ont passé 1 semaine supplémentaire à examiner la zone autour du chêne, ont élargi la zone de recherche et ont de nouveau fait appel à des chiens. Sans résultat. Aucune autre trace de Liam n'a été trouvée. Les experts ont examiné le badge. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée dessus. Le métal était propre, comme s'il avait été essuyé. Le fermoir avait été arraché avec force, mais sans outil, simplement en tirant fermement. Au dos du badge, ils ont trouvé des rayures microscopiques qui auraient bien pu être causées par le frottement contre l'écorce d'un arbre ou une pierre. L'un des enquêteurs a suggéré que Liam avait peut-être accroché le badge à une branche ou à quelque chose de similaire, ce qui l'avait fait se détacher et tomber au sol. Mais cela n'explique pas pourquoi il n'a pas été retrouvé immédiatement. Cela n'explique pas non plus où Liam lui-même est allé. Les habitants de la région ont commencé à émettre leurs propres hypothèses. Quelqu'un s'est souvenu d'anciennes légendes indiennes selon lesquelles les esprits de la forêt emportaient les personnes qui osaient pénétrer sur leur territoire. D'autres ont évoqué des installations militaires d'or secrètes, bien qu'il n'y ait aucune base dans la région. Certains ont mentionné des disparitions dans les parcs nationaux. Plusieurs centaines de personnes ont disparu dans des circonstances étranges au cours de la dernière décennie, et beaucoup d'entre elles n'ont jamais été retrouvées. Mais la police s'est appuyée sur les faits. Les faits étaient les suivants. Le garde forestier avait disparu d'une voiture verrouillée sans laisser aucune trace de la manière dont il était sorti. Ses effets personnels étaient restés à l'intérieur. Ses empreintes de pas menaient à un éboulis rocheux, puis disparaissaient. 1 mois plus tard,
Son badge de service a été retrouvé à 3 km de la voiture, dans une zone qui avait déjà été fouillée à 2 reprises. En décembre 2009, l'affaire a été suspendue, faute de nouvelles informations. Liam Connors a été officiellement déclaré disparu. Sa femme a reçu une indemnisation de la compagnie d'assurance et ses enfants ont été soutenus par leurs collègues et amis. La famille a quitté Ashland un an plus tard, car il était difficile de rester dans une ville où tout leur rappelait leur père. La voiture de Liam a été rendue à la famille, puis vendue. Son équipement a été remis au service forestier. Son badge de service a été donné à sa femme, qui l'a conservé en souvenir. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs années, mais plus officiellement. Des groupes de bénévoles se rendaient régulièrement dans la forêt, inspectaient de nouvelles zones, dans l'espoir de trouver au moins quelque chose. Personne n'a rien vu. En 2012, l'un des chasseurs a rapporté avoir vu dans la forêt un homme qui ressemblait à Liam. Grand, mince, vêtu de vêtements sombres. Il se tenait près d'un ruisseau, regardant dans l'eau. Le chasseur a crié et l'homme s'est retourné, disparaissant rapidement dans les fourrés. La description correspondait à peu près, mais il était impossible de la vérifier. La police a envoyé une équipe sur place, mais personne n'a été trouvé. Une autre histoire s'est déroulée en 2015. Des touristes qui avaient peut-être passé la nuit dans une tente près de la rivière Applegate ont affirmé avoir entendu pendant la nuit des sifflements, 3 signaux courts, une pause, puis 3 autres signaux. C'est précisément ainsi que l'on signale un appel à l'aide dans la forêt. Ils ont quitté la tente, ont allumé leurs torches et ont appelé. Personne n'a répondu. Le matin, ils ont inspecté les environs, mais n'ont trouvé aucune trace. Les collègues de Liam ne parviennent toujours pas à expliquer ce qui s'est passé. Jeff Harrison, qui a été le premier à trouver la voiture verrouillée, déclare « Je travaille dans cette forêt depuis 20 ans. J'ai vu toutes sortes de choses, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Une personne ne peut pas disparaître d'une voiture verrouillée. C'est physiquement impossible. » L'enquêteur qui a mené l'affaire s'est montré plus prudent. « Nous avons vérifié toutes les possibilités. Il n'y a aucune preuve d'un crime violent, aucun motif de disparition volontaire et aucun signe d'accident. Il ne reste qu'une seule chose. Quelque chose s'est produit que nous ne comprenons pas. » La version officielle reste ouverte. L'affaire est classée comme non résolue et toute nouvelle information fera l'objet d'une enquête. Mais 16 ans ont passé et aucune nouvelle information n'est apparue. La forêt nationale de Siskiyou continue de fonctionner. Les gardes forestiers patrouillent dans la région, les touristes viennent de faire de la randonnée, la vie continue comme d'habitude. Mais les collègues de Liam Connors sont devenus plus prudents. Désormais, personne ne se rend seul dans des zones reculées. Il faut toujours être accompagné, toujours communiquer, toujours vérifier toutes les 30 minutes. L'endroit où la voiture a été retrouvée n'est né marqué d'aucune façon. Juste un chemin de terre dans la forêt, comme des centaines d'autres. Mais si vous demandez aux gardes forestiers locaux, ils vous diront « Nous savons où c'est, et nous essayons de ne pas y aller sauf en cas de nécessité. » Les faits restent les faits. Une voiture verrouillée avec la clé à l'intérieur. Une piste qui s'arrête sur les rochers. Un badge qui est apparu 1 mois plus tard dans une zone qui avait déjà été fouillée. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a que des questions auxquelles personne ne peut répondre. La dernière chose qu'elle a dite à la radio était « Je crois entendre des pas derrière moi, mais il n'y a personne. » C'était à 17h08 et après cela, la connexion a été coupée. Ces traces étaient goulâtrées droites dans la neige, sans signe de panique ou de précipitation, puis elles ont simplement disparu,
au milieu d'une zone dégagée, comme si elle s'était évaporée dans les airs. 4 heures plus tard, l'imageur thermique de l'équipe de recherche a détecté un faible signal de chaleur dans les montagnes. Lorsque les sauveteurs sont arrivés sur place, il n'y avait personne, pas d'empreintes humaines, pas de traces d'animaux, seulement le vide. 18 janvier 2019, forêt nationale de White Mountain, New Hampshire. L'un des environnements hivernaux les plus rudes de la côte et des États-Unis. Des chaînes de montagnes de plus de 1500 mètres d'altitude, des gorges, des forêts où les températures descendent régulièrement en dessous de -20 degrés et où les vents atteignent la force d'un ouragan. Chaque année, des touristes y trouvent de la mort. Certains sous-estiment les conditions météorologiques, d'autres s'égarent hors des sentiers rebattus, d'autres encore n'arrivent tout simplement pas à se mettre à l'abri à temps. Caitlin Rogers connaissait bien ces montagnes. Âgée de 29 ans, elle était lieutenant garde forestière, spécialisée dans la sécurité hivernale et l'entretien des abris d'urgence. Elle travaillait dans ce service depuis 5 ans, avait suivi toutes les formations nécessaires à la survie et était sauveteuse en montagne certifiée. Elle avait grandi à Concord, la capitale du New Hampshire, et faisait de la randonnée avec son père depuis son enfance. Après l'université, elle avait rejoint le service des parcs nationaux. Elle voulait travailler dans la nature et aider les gens. Ses collègues la décrivaient comme une personne responsable, prudente et respectueuse des protocoles. Si le temps se détériorait, elle reportait son excursion. Si l'itinéraire devenait dangereux, elle faisait demi-tour. Elle était en excellente forme physique. Elle courait régulièrement, faisait de l'escalade et participait à des compétitions d'orientation hivernale. À la mi-janvier 2019, un autre front arctique a frappé le parc. La température est tombée à -25 degrés. Le vent s'est levé et une tempête de neige était prévue pour la fin de la semaine. Dans de telles conditions, il était nécessaire d'inspecter les abris d'urgence, de petites cabanes en bois disséminées le long des itinéraires où les touristes pris dans les intempéries pouvaient se réfugier. Il fallait s'assurer qu'il y avait du bois de chauffage, des allumettes et des couvertures à l'intérieur, que les portes s'ouvraient et que le toit ne fuyait pas. Caitlin a emprunté la route entre le col de Franconia et la crête de Boncliffe. Le tronçon faisait environ 12 km de long, avec 3 abris le long du chemin. Le plan était de partir tôt le matin, de vérifier le premier abri à l'heure du déjeuner, le deuxième à 3 heures de l'après-midi, le troisième à 5 heures du soir et de retourner à la base à 8 heures. Les journées étaient courtes, il faisait nuit à 16h30. Elle allait donc devoir marcher une partie du trajet dans l'obscurité, mais elle avait une lampe frontale puissante et des piles de rechange. Elle avait emporté l'équipement standard, un sac à dos avec des provisions de nourriture et d'eau, une trousse de premier secours, un GPS, une radio, une boussole, une carte, des vêtements de rechange, un sac de couchage pour passer la nuit en cas d'urgence et des fusettes de détresse. À sa ceinture, elle avait un couteau, un sifflet et un outil multifonction. Elle était habillée en fonction du temps. Sous-vêtements thermiques, veste en polaire, doudoune, veste coupe-vent, pantalon isolant, bottes hautes à semelles épaisses, bonnet, gants et cagoule. Son sac à dos pesait environ 15 kilos. Le vendredi 18 janvier au matin, elle quitta la base vers 7h. Le temps était clair, le vent faible et la température de -18 degrés. Les conditions étaient normales pour l'hiver dans cette région. Le bureau connaissait son itinéraire, le GPS transmettait ses coordonnées toutes les 30 minutes et la radio fonctionnait sur la fréquence du service du parc. Le premier refuge se trouvait à 6 km de la base. Elle y est arrivée à 10h30 du matin, a pris contact et a signalé « Refuge numéro 7, tout va bien, je continue ». Elle a vérifié le bois de chauffage, la réserve d'allumettes,
les couvertures, tout était en place. Elle l'a noté dans son carnet, a verrouillé la porte et a poursuivi son chemin. Le deuxième refuge se trouvait à 4 km Mascha, au nord, sur le versant de la crête. L'itinéraire traversait la forêt, puis débouchait sur une zone dégagée, un versant nu avec des buissons clairsemés, balayés par le vent. Elle est arrivée vers 2h de l'après-midi et a repris contact. Refuge numéro 12, vérifié, tout va bien, température -21. Le vent se lève, en route vers le 3e. Le bureau a enregistré l'heure, 14h03. Le GPS indiquait sa position, montrant qu'elle avançait comme prévu, à un bon rythme. Les prévisions météorologiques s'étaient légèrement détériorées. Le vent devait se lever dans la soirée, mais rien de critique pour l'instant. Le 3e refuge se trouvait à 2 km de là, de l'autre côté de la crête. Le chemin longeait une pente dégagée, puis descendait dans un creux où se trouvait la cabane. Kathleen était censée y arriver à 17h, vérifier le refuge et commencer son voyage de retour. À 15h42, Egluil prit contact. Je traverse la crête, vent fort, visibilité normale. J'arrive dans 20 minutes. Sa voix était calme, sans tension. Le bureau a confirmé la réception. À 16h15, elle n'avait toujours pas pris contact. Ils ont essayé de l'appeler eux-mêmes, mais sans réponse. Le GPS indiquait qu'elle s'était arrêtée à environ 1,5 km du 3e refuge, sur la pente. Les coordonnées ne changèrent pas. Ils ont attendu 10 minutes et ont rappelé. Silence. À 16h30, ils ont commencé à s'inquiéter. Peut-être que la radio était en panne, mais le GPS fonctionnait. Le point sur la carte restait en place. À 17h08, la radio s'est remise en marche. La voix de Kathleen, calme et déformée. « Baz, ici Kathleen. Je crois entendre des pas derrière moi, mais il n'y a personne. Vous m'entendez ?» Le répartiteur a immédiatement répondu. « Kathleen, nous vous entendons. Que se passe-t-il? Quel pas ?» Le répartiteur a essayé de l'appeler toutes les 2 minutes. Il n'y a eu aucune réponse. Le GPS continuait d'afficher le même point, indiquant qu'elle était immobile ou que le navigateur avait cessé de se mettre à pour. À 17h30, il devint évident que quelque chose n'allait pas. À 17h45, une équipe de recherche d'urgence fut constituée. 5 personnes, des gardes forestiers expérimentés et un médecin, du matériel, des caméras thermiques, des civières. Ils se rendirent en motoneige jusqu'au point d'accès le plus proche, puis continuèrent à pied. À ce moment-là, le temps s'était détérioré. La température était tombée à -22 degrés. Le vent soufflait à 70 km à l'heure et il avait commencé à neiger. La visibilité était réduite à 50 mètres. Nous avons atteint les dernières coordonnées GPS vers 20h. Il faisait nuit noire, le vent nous renversait et la neige nous fouettait le visage. Nous avons allumé nos torches, crié et utilisé nos sifflets. Aucune réponse. Nous avons trouvé ces traces, des empreintes de bottes dans la neige, profondes et nettes. Elles marchaient d'un pas régulier, sans signe de précipitation ou de panique. Ces pas étaient normaux, assurés. La piste menait du point d'arrêt GPS plus bas sur la pente, vers le 3e refuge. La distance jusqu'à la cabane était d'environ 1 km. Nous avons suivi la piste. Elle s'étendait tout droit, sans sinuosité ni déviation. Après environ 300 mètres, nous sommes arrivés dans une zone dégagée. Une pente douce sans arbres, seulement de la neige et des rochers. La piste continuait. Nous avons marché encore 200 mètres. Puis, soudain, la piste s'est arrêtée. Elle s'est simplement arrêtée. La dernière empreinte du pied gauche est profonde et nette. Puis, plus rien. De la neige lisse, intacte, sans la moindre trace. C'était comme si Kathleen avait fait un pas et s'était évaporée dans les airs. Le chef du groupe a arrêté tout le monde.
et à éclairer les environs avec sa lampe torche. À droite, à gauche, devant, de la neige intacte. Derrière ces carretraces, lisses, menant à l'endroit où ils s'étaient arrêtés. Devant, le vide. Ils ont vérifié attentivement. Peut-être que le vent avait effacé les traces, mais le vent soufflait dans leur dos. Il aurait également effacé les traces qu'ils suivaient. Elle avait peut-être fait demi-tour et était partie dans l'autre sens. Ils ont fouillé les environs de l'endroit où les traces s'arrêtaient, dans un rayon de 100 mètres. Aucune autre empreinte. Seule sa trace mène à cet endroit et s'arrête là. L'un des gardes forestiers a suggéré qu'elle avait été emportée par le vent. Avec des vents aussi forts, il était possible qu'une personne soit renversée, voire soulevée de plusieurs mètres. Mais alors, il aurait dû y avoir des traces d'atterrissage, au moins une empreinte dans la neige, une zone aplatie. Rien. Ils ont poursuivi leurs recherches, élargissant la zone. Ils ont ratissé la pente jusqu'à l'abri. Caitlin n'était pas là. La cabane était fermée à clé, vide à l'intérieur, sans traces récentes. Ils remontèrent, marchèrent vers la crête et inspectèrent les gorges et les ravins. Sans résultat. À minuit, les recherches furent suspendues. Les conditions météorologiques étaient devenues dangereuses. La visibilité était là de nulle. La température était de moins de 25 degrés et il y avait un risque d'engelure. Nous sommes de retourner à la base et avons planifié une opération à grande échelle pour le lendemain matin. Le samedi 19 janvier, 30 personnes se sont lancées à sa recherche. Des bénévoles, des services du parc voisin et des alpinistes professionnels ont été mobilisés. Le territoire a été divisé en secteurs et une recherche méthodique a commencé. Le temps s'est légèrement amélioré. La neige a cessé de tomber, le vent s'est calmé, mais la température était restée à moins 23 degrés. L'endroit où la piste s'arrêtait a été inspecté pendant la journée. Le tableau était le même. La piste était droite et s'interrompait dans une zone dégagée. Les experts légistes ont photographié les empreintes et pris des mesures. La profondeur des empreintes était d'environ 8 cm, ce qui correspondait au poids de Caitlin avec son sac à dos. La dernière empreinte n'était pas différente des précédentes, même profondeur et même angle du pied. Rien n'indiquait qu'elle avait sauté, trébuché ou chuté. L'imageur thermique a été utilisé de manière intensive. Toutes les pentes, gorges et zones forestières dans un rayon de 5 km ont été balayées. Aucun signal thermique provenant d'un corps humain n'a été détecté. Les congères ont été vérifiées. Peut-être avait-elle été ensevelie sous la neige. Des sondes et des chiens ont été utilisés. Rien. Une attention particulière a été accordée au relevé de la caméra thermique de la première nuit. À 21h30, environ 4 heures après son dernier message, l'opérateur de la caméra thermique a détecté un faible signal thermique sur une pente à environ 2 km de l'endroit où le sentier s'arrêtait. Le signal était imprécis, flou, mais la température correspondait à celle d'un être vivant. Le groupe s'est immédiatement dirigé vers cet endroit. Ils y sont arrivés en 20 minutes. Rien sur place. Neige lisse, aucune trace, aucun signe de présence humaine. Ils ont vérifié à nouveau avec la caméra thermique. Le signal avait disparu. Ils ont fouillé les environs, sont descendus dans le ravin le plus proche et ont gravi la crête. Rien. L'un des sauveteurs a suggéré qu'il pouvait s'agir d'un cerf ou d'un autre gros animal. Mais l'opérateur a insisté. Le signal était statique, l'objet ne bougeait pas et les animaux ne restent pas immobiles par un tel temps. De plus, la forme du signal correspondait davantage à celle d'un être humain qu'à celle d'un animal. Tout le monde était perplexe. Si l'imageur thermique avait détecté Caitlin, cela signifiait qu'elle était en vie 4 heures après sa disparition. Mais où était-elle passée pendant les 20 minutes qu'il avait fallu au groupe pour la retrouver? Et pourquoi n'avait-elle laissé aucune trace? 3 jours plus tard, le 21 janvier, un groupe de bénévoles
a ratissé la zone à l'est de l'endroit où la piste s'était arrêtée. L'un d'eux remarqua quelque chose sur un rocher, un gros bloc dépassant de la neige. Il s'approcha, c'était une lampe frontale, la même lampe que celle de Caitlin. La lampe était posée soigneusement sur la surface plane du rocher. Elle n'avait pas été jetée, elle était éteinte, les piles étaient en place et elle fonctionnait. La sangle était intacte, non déchirée. Il n'y avait rien d'autre près de la lampe, aucun autre objet, aucune trace. L'endroit se trouvait à environ 1,5 km de l'endroit où la piste s'était arrêtée, sur une pente qui avait déjà été fouillée 2 fois. Les bénévoles qui s'étaient rendus sur place les 19 et 20 janvier ont affirmé avoir inspecté le rocher et n'y avoir rien trouvé. La lampe est apparue plus tard. Les experts légistes ont examiné la trouvaille. Il n'y avait aucune rayure, aucun dommage ni aucun signe de chute sur le corps de la lampe torche. Elle était propre, comme si elle avait été essuyée. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée. Soit quelqu'un les avait effacées, soit Caitlin portait des gants lorsqu'elle avait tenu la lampe torche pour la dernière fois. Pourquoi la lampe torche se trouvait-elle sur le rocher? Si Caitlin l'avait retirée, pourquoi? Si elle était en danger, pourquoi l'aurait-elle soigneusement placée sur le rocher? Si quelqu'un l'avait attaquée, pourquoi l'agresseur aurait-il laissé des preuves de derrière lui? Les recherches se sont poursuivies pendant 2 semaines supplémentaires. Ils ont ratissé la zone dans un rayon de 10 km. Ils ont vérifié tous les abris, les grottes, les gorges et les ruisseaux gelés. Ils ont fait appel à un hélicoptère lorsque le temps le permettait. Ils ont utilisé des chiens à plusieurs reprises. Caitlin Rogers n'a pas été retrouvée. En février, les recherches actives ont été interrompues. La température restait extrêmement basse. Sans abri, sans nourriture et sans chaleur, une personne ne pouvait pas survivre plus d'une journée. Si Caitlin était en vie, la nuit où l'imageur thermique a détecté le signal, elle n'aurait pas pu tenir plus longtemps. L'affaire a été confiée à la police d'État. Plusieurs théories ont été avancées. La première était celle d'un accident. Elle serait tombée, se serait blessée, aurait erré dans une direction inconnue et serait morte de froid quelque part en dehors de la zone de recherche. Mais la piste s'arrête dans une zone dégagée. Où aurait-elle pu tomber? La deuxième théorie était la désorientation. Peut-être avait-elle commencé à montrer des signes d'hypothermie et de confusion, et s'était-elle perdue. Mais son dernier message était cohérent, sa voix calme, et le GPS indiquait qu'elle se déplaçait dans la bonne direction. La troisième version était une attaque, une personne ou un animal. Mais il n'y avait aucun signe de lutte, aucune autre trace. Personne n'avait entendu de cri. Et comment expliquer l'interruption de sa trace dans une zone dégagée? La famille de Caitlin ne croyait aucune de ces versions. Ses parents ont insisté pour poursuivre les recherches, ont engagé des pisteurs privés et ont publié des annonces. Sa mère a donné des interviews et a demandé aux témoins de se manifester. Personne n'a répondu. Au printemps, lorsque la neige a fondu, la zone a été fouillée à nouveau. Ils espéraient trouver son corps, ou au moins son sac à dos, ses vêtements, ou son GPS. Rien. La seule découverte a été les restes d'une fusée de détresse à environ 3 km de l'endroit où sa piste s'était arrêtée. La fusée avait apparemment été utilisée récemment car le boîtier métallique n'était pas encore corrodé. Un examen a confirmé que la fusée provenait du kit de Caitlin et que le lot correspondait aux résultats attendus. Cela signifiait qu'elle avait essayé d'envoyer un signal. Quand? La nuit où elle a disparu? Plus tard, aucun membre de l'équipe de recherche n'avait vu la fusée, mais dans une tempête de neige et avec une mauvaise visibilité, ils ne l'avaient peut-être pas remarqué. À l'été 2019, les recherches ont finalement été abandonnées. Caitlin Rogers a été officiellement déclarée morte. La famille a reçu une indemnisation et a organisé des funérailles sans corps.
Le service du parc a mené une enquête interne. Il a vérifié les registres, les actions du répartiteur et l'équipement. Aucune infraction n'a été constatée. Kathleen avait respecté toutes les 2 règles. L'itinéraire avait été convenu, la communication fonctionnait et le GPS transmettait les données. Elle avait simplement disparu à un moment donné. Son dernier message « Je crois entendre des pas derrière moi, mais il n'y a personne » a été analysé à plusieurs reprises. Les psychologues ont suggéré qu'elle avait peut-être commencé à halluciner en raison de l'hypothermie ou du stress. Mais la température à ce moment-là était de moins 21 degrés. Kathleen était habillée pour le temps et elle bougeait activement. Le risque d'hypothermie était minime. Le stress était également peu probable. C'était une garde forestière, expérimentée, habituée aux sorties en solo. Les habitants de la région se sont souvenus d'anciennes histoires. Ils ont dit que dans ces montagnes, les gens sont emportés par les esprits de l'hiver. Ceux qui entendent des pas dans le vide sont emmenés dans un autre monde. Vous devez revenir immédiatement si vous entendez quelque chose d'inexplicable derrière vous. Mais ce sont des légendes, pas des faits. Les collègues d'Ars de Kathleen ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. L'un des chefs des recherches a déclaré dans une interview « J'ai participé à des dizaines d'opérations. J'ai vu des gens mourir dans les montagnes, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Les traces ne disparaissent pas comme ça. Les gens ne s'évaporent pas comme ça. » L'opérateur d'imagerie thermique qui a détecté le signal 4 heures après la disparition a démissionné 1 an plus tard. Lors d'une conversation privée, il a admis « J'ai clairement vu le signal thermique. C'était un objet vivant, une personne. Je travaille avec cette technologie depuis 15 ans, je ne me trompe pas. Mais quand nous sommes arrivés sur place, il n'y avait personne. C'est impossible, mais c'est arrivé. » L'endroit où la trace de Kathleen s'est arrêtée est désormais indiqué sur les cartes du parc. Ce n'est pas officiel, mais les gardes forestiers connaissent cet endroit. Ils essaient d'amener de ne pas s'y rendre seuls, surtout en hiver. À plusieurs reprises, des touristes ont rapporté avoir entendu des bruits étranges à cet endroit. Des pas dans la neige, alors qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours. Ils ont vérifié, mais n'ont rien trouvé. La version officielle reste floue. Le rapport indique « Kathleen Rogers a disparu dans des conditions météorologiques extrêmes, dans des circonstances inexpliquées. La cause de sa disparition n'a pas été déterminée. » Les faits sont connus. Le dernier rapport faisant état de pas. Une piste qui s'arrête dans une zone dégagée. Un signal thermique qui a disparu avant l'arrivée des sauveteurs. Une lampe frontale soigneusement posée sur un rocher. Une fusée éclairante a été utilisée à un moment inconnu. Le corps n'a pas été retrouvé. Les White Mountains continuent donc d'accueillir des touristes. Les gardes forestiers patrouillent la zone, vérifient d'où les refuges et aident ceux qui se perdent. Mais désormais, personne ne s'aventure seul sur les sentiers en hiver. Il faut toujours être accompagné. Il faut toujours rester en communication. Et si quelqu'un entend des pas derrière lui, alors qu'il n'y a personne aux alentours, il fait immédiatement demi-tour. Des questions restent en suspens. Il n'y a pas de réponse. Seulement une pente enneigée vide, où les traces de quelqu'un ont pris fin. C'est tout pour l'instant, les amis. Écrivez vos opinions dans les commentaires, donnez-nous un pouce vers le haut, et rendez-vous dans les prochains épisodes. À bientôt.